Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Fifou. Je suis Grégoire, accompagné de William et Fabien. Salut. Salut. Bienvenue à tous pour notre second épisode. Je vous rappelle que le but de notre podcast Fifou est de parler de sujets divers et variés, en croisant nos points de vue depuis 3 coins du monde. William, quelle heure est-il à Hong Kong actuellement ? Alors, il est 2h58 de l'après-midi. Et Fabien, à San José ? Il est exactement minuit. Et il est 9h du matin à Paris. Le premier article d'aujourd'hui est un article paru sur BFM Business le 18 mai dernier qui s'appelle « L'entreprise a tout à gagner à jouer l'Euro 2016 au bureau ». Dans l'article, il y a plusieurs thèses qui sont soutenues, notamment le fait que si l'entreprise, au lieu de cacher sous silence le fait que l'Euro 2016, qui arrive dans quelques jours en France, nuira de toute façon à une baisse de productivité, l'entreprise a tout intérêt à participer et à faire participer ses employés d'une manière ou d'une autre à l'événement, en organisant par exemple un concours de pronostics qui soit local ou national. Il y a même des grandes entreprises qui vont le faire, ou bien à diffuser les matchs sur écran géant, alors peut-être pas l'ensemble des matchs, mais au moins les matchs de la France. Voilà. Le but de cela, c'est effectivement de pouvoir se réapproprier en fait l'événement, que l'entreprise puisse en tirer des bénéfices propres, et puis notamment des bénéfices d'image, c'est-à-dire que l'entreprise aura une meilleure image en montrant que voilà, la bonne ambiance est légion dans l'entreprise. Je voulais échanger avec vous pour savoir si c'était quelque chose qui vous parlait à vous de votre côté, que ce soit dans une précédente expérience, soit par rapport à l'euro. Je ne sais pas si l'euro va aller toucher San Francisco et Hong Kong, mais voilà, quel est votre avis là-dessus ? Alors, sans parler de cet événement-là en particulier, moi je travaille dans une boîte qui fait des miniatures de voitures de course. Et donc, les 3/4 des employés sont des passionnés de course automobile. Donc, si tu veux, on a un peu cette approche-là où on va suivre dans la boîte les courses, etc., les résultats, et tout le monde en parle en permanence. Et ça participe vraiment à mettre une bonne ambiance dans la boîte. Quand tout le monde est passionné par la même chose, l'ambiance est vraiment bonne. Ça fédère tout le monde. Donc c'est l'expérience que j'en ai, donc je peux comprendre assez facilement pourquoi est-ce qu'une entreprise veut se réapproprier l'euro. Le foot est très populaire en France, donc ça marche bien. Pour ma part, Greg, effectivement, aux États-Unis comme au Canada, dans mes précédentes expériences que j'ai eues au travail, c'est vraiment monnaie courante en fait, de lancer des systèmes de paris. Alors ça se fait peut-être pas en faisant appel à une société tierce. En fait, je pense que dans l'exemple, dans l'article, il était mention d'une compagnie qui fournissait peut-être un système plus à grande échelle de pronostics. Cela étant, il y a toujours quelqu'un avec son chiffrier Excel qui prend des paris, même s'il n'y a pas d'argent. Pour ce qui est, au Canada, plus le hockey, évidemment. À Montréal, c'était donc les Canadiens de Montréal où, effectivement, sur tous mes projets, ils suivaient à fond l'équipe, en portant le jersey, donc le maillot, les jours de match, etc. Et c'est très accepté, même pour, en fait, je suis dans le milieu de la consultation, c'est très guindé, on est tous en costard, etc. Exactement. Cela étant, il y a une certaine acceptation et même une certaine, un devoir de culture de le faire même chez son client. Et de venir un jour, le jour où il y a le match. Alors tu vas pas porter peut-être le maillot toute la journée, mais peut-être 2 heures avant le match, tu portes le maillot et tu peux encore avoir des meetings, il n'y a pas de problème, quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est incroyable ça.
Ouais, c'est incroyable parce que le client l'accepte et même particulièrement le client l'attendrait. Tu vois, ça crée un lien humain aussi qui parfois dans certaines compagnies et surtout en milieu de la consultation, tu as ce lien très vente qui est tout le temps là et l'idée d'adoucir un petit peu ces relations humaines avec des petits gestes simples comme celui-ci, bah c'est très simple et j'invite d'ailleurs tous ceux. Alors en France, je suis ravi que ça prenne un peu aussi tu sais bien que les pratiques au sein des US parfois sont un peu plus libertaires sur certains éléments au boulot. Donc là, je suis content qu'en Europe, ça touche et en France, ça touche. Donc j'invite même les gens qui nous écoutent à peut-être lancer un truc pour les compagnies qui ne le font pas. Parce que c'est vraiment, ça participe à la cohésion d'équipe, à parler d'autres choses, à réunir des gens autour d'une même passion ou d'un même intérêt. Donc je suis totalement pour. Ok, d'accord. Moi de mon côté, ça me fait penser à un point. Moi, j'organise à titre perso un concours de pronostic avec mon meilleur ami Hubert, que je salue, qui depuis 2004, on organise des concours de pronostic. Alors on était étudiants à l'époque, et malgré tout, dans les boîtes que j'ai traversées, et encore cette année, j'ouvre ce concours de pronostic à mes collègues, et il y a un effet exceptionnel tous les matins. Tout le monde vient me voir ou à la machine à café, où est-ce que j'en suis, mon classement, même si je suis avant-dernier ou dernier, on s'en fout complètement. Il y a vraiment un effet incroyable à ça, et effectivement une boîte a tout intérêt de se réapproprier ça, de manière à ce que ce soit pas organisé comme ça à l'arrache. Moi je l'organise avec les collègues avec qui je m'entends bien, il y a un peu de bouche à oreille, mais ça touche pas toute la boîte et c'est un peu dommage, effectivement. Et puis on a vécu tous les trois aux États-Unis sur un campus américain. On a tous les trois, on est convaincus des vertus du sport et des vertus de fédération du sport. On est aussi tous les trois sportifs. C'est hyper important de partager des choses comme ça et de pas mettre ça sous le tapis en se disant de toute façon il enregistrera le match et il le regardera ce soir en rentrant, quoi. C'est pas possible de faire ça. Aujourd'hui on est obligé de suivre les matchs comme ça. Et c'est intéressant ce que tu dis, même notre expérience universitaire, si on peut diverger un tout petit peu là-dessus en disant que effectivement ça apporte sur un campus une passion commune. Tout le monde porte le maillot de l'équipe de l'université, etc. On n'a pas ça en France. Alors il y a plein de raisons pour ça, notamment parce que on le sait, hein, le secteur et le marché des équipes universitaires, c'est pas du tout, enfin c'est pratiquement du professionnel de toute façon, en termes de budget, en termes d'infrastructure, en termes d'engagement. Je trouve quand même que c'est intéressant, peut-être pour la France en tant que telle, de s'inspirer de ce genre de choses et pour avoir une autre sorte de cohésion, même entre les étudiants entre eux, tu sais. Ça apporte d'autres valeurs et un certain partage qui aujourd'hui, je pense, manque pas mal. Puisque là, c'est pas histoire de les geeks d'un côté et les mecs de l'autre. Enfin, tu sais, c'est vraiment tout le monde ensemble, supporter l'équipe. Non, ça réunit tout le monde. Exactement. Pour avoir fait du rugby en université, la différence entre les États-Unis et la France, c'est que les États-Unis ont ce support des autres étudiants toute l'année. Alors qu'en France, quand on faisait des matchs le week-end, il n'y avait quasiment personne. Et le seul moment où on avait vraiment un public, c'était pendant les compétitions entre les écoles de commerce, où là on avait un public qui venait nous voir. Donc il y en a en France, il y a un public qui vient supporter, mais ça c'est quelques semaines par an. Ouais. Alors qu'aux États-Unis, c'était vraiment toute l'année. En tout cas, pour revenir sur le sujet et pour peut-être en dire un mot, en tout cas, je trouve que c'est une très belle, une très belle initiative qui se fait là pour l'Euro. Et je suis sûr, parce qu'on a beaucoup ici à San José des fans de foot, curieusement, en fait, des fans de soccer, tu vois, qui veulent suivre les matchs, etc. Et je finirai par une toute petite anecdote en disant que, en tout cas de mon côté, qu'à Montréal, quand c'était la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde, alors c'était quand la dernière Coupe du Monde, quelle année? 2014. 2014, effectivement. Donc on était en projet, on était sur un go live, etc. Et si tu veux, le fait qu'on n'ait pas une télé sur laquelle on peut voir le match ou suivre le match, bah, ça fait qu'en fait tout le monde va suivre sur son téléphone ou quelque chose comme ça. Puis déjà tu partages pas le moment et au-delà de ça, bah, les gens sont pas super concentrés. Alors que si tu es là quelque part, les gens vont passer, vont regarder le score, etc. En fait, au final, tu te
te rends un service en tant qu'entreprise à le rendre finalement public et le rendre communautaire, plutôt que en fait que tout le monde sneak sur son PC avec en alt-tab sur un onglet en checkant le match, etc. Je trouve aussi que cette initiative qu'ils ont de mettre des gros écrans, etc., c'est top. Ça n'empêche pas du tout la productivité. C'est ce qu'on disait avant, la baisse de productivité, elle va arriver. Il y aura un impact sur la productivité de toute façon. Ouais. C'est-à-dire que tu auras une partie de tes employés qui auront la tête ailleurs. Donc, quitte à ce que ça arrive, autant que ça soit. Ouais. Autant le monitorer. Absolument. Pour le prochain sujet, je voulais amener sur la table le transhumanisme. Alors, je vais laisser Fabien expliquer ce qu'est le transhumanisme, mais il faut savoir que c'est un sujet très très vaste et qu'on ne pourra pas tout traiter en un épisode. Donc on vous propose aujourd'hui de parler des raisons pour lesquelles les gens rejoignent le mouvement transhumaniste. Et chaque semaine, on pourra introduire un nouvel angle à travers lequel attaquer le transhumanisme. Je vais laisser Fabien expliquer un peu ce que c'est. Parfait. Donc voilà, donc le transhumanisme, en quelques mots, c'est un mouvement culturel et intellectuel. Donc concrètement, qui est partagé par de nombreuses personnes à travers le monde. Rien à voir avec un mouvement sectaire ou quoi que ce soit. C'est plus un mouvement qui en fait va analyser le progrès des sciences et le progrès technique actuel et se rendre compte en fait au final que l'utilisation de ces progrès techniques-là pourraient être utilisés à des fins permettant notamment, par exemple, d'améliorer les conditions de vie humaine, de corriger certains handicaps génétiques ou certains handicaps très compliqués, je dirais, humains, auxquels font face certaines personnes, donc de diminuer la souffrance, la maladie, la vieillesse, et même aller jusqu'à finalement utiliser ces sciences et ces technologies pour retarder, voire empêcher la mort. Alors, ça reste très théorique sur le fond. Cela étant, en fait, il y a des applications absolument concrètes aujourd'hui. En fait, les technologies dont je parle en fait, font partie d'un groupe de technologies qui sont les nanotechnologies, les biotechnologies, les technologies informatiques et les sciences cognitives. Et l'ensemble de ce corpus de sciences et de technologies, qui sont communément appelés NBIC, en fait forment un certain bloc qui pousse les frontières finalement des problématiques que j'ai mentionnées un peu plus tôt. Et on se rend compte que, et vous l'avez certainement entendu dans la presse, que ce soit en matière d'intelligence artificielle, que ce soit en matière de big data, donc d'analytique très poussée, que ce soit en matière de nanotechnologie, on entend beaucoup ces termes de plus en plus revenir dans la presse. Et c'est pas un hasard, hein, même de robotique. En fait, il y a un chapelet de sciences de très haut niveau qui s'intéresse énormément finalement à la science neuronale, finalement, et à la compréhension finalement de notre cerveau, de ses capacités cognitives, et de ce fait, hein, de ce départ-là, finalement, d'appliquer des nouvelles technologies et d'appliquer le progrès technique à ces sciences-là pour faire face à de nouveaux enjeux. Donc voilà, c'est un peu le terreau, si vous voulez, de ce transhumanisme, donc de ce courant de pensée, qui est finalement à son temps le courant de pensée, le courant des Lumières, qui était donc auparavant, etc. Donc voilà, c'est vraiment un nouveau courant de pensée qui est supporté par ces technologies. Donc là maintenant, William, je te laisse réenchaîner sur le fait, parce que ça t'a touché finalement, quand tu as commencé à mettre un mot sur ce courant. Oui. Ça t'a particulièrement impacté dans ta vie. Alors, j'ai assisté à une convention transhumaniste à Hong Kong pour un peu savoir de quoi il leur tournait. Il faut savoir qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles, des raisons très différentes pour lesquelles les gens rejoignent ce mouvement. On entend souvent dans les médias parler d'un seul angle qui est les gens veulent vivre, veulent tuer la mort et ne pas mourir. Alors c'est une des raisons, il y en a beaucoup qui rejoignent ce mouvement pour ça, mais c'est pas tout. Alors, si on attaque cet angle-là, vient en tête tout de suite les problèmes qui se posent, et c'est très contesté, que ce soit parce qu'il y a des gens religieux qui refusent de tuer la mort, justement, pour qui ça fait partie de leur expérience de mourir. Des gens pour qui il y a des problèmes sociaux qui se posent, et c'est très vrai, hein, si tout le monde s'arrête de mourir, on va être trop nombreux sur Terre. Donc je voulais vous poser, je vais passer tous les thèmes comme ça, et je voudrais en discuter avec vous. Donc le premier,
Fabien, Grégoire, qu'est-ce que vous en pensez sur vivre pour toujours? Alors, peut-être déjà un premier point, Greg, que j'aimerais mentionner avant même de jumper sur la réponse, c'est qu'on ne parle pas de science-fiction. C'est-à-dire que peut-être que les gens là se disent, attendez, vivre pour toujours, avant de se poser la question de savoir si c'est bien ou pas bien, est-ce que c'est possible? C'est une question très légitime. Alors, on ne s'écartera pas sur le sujet trop longtemps, parce qu'on va en parler peut-être dans d'autres émissions, etc. Mais l'idée, c'est que effectivement, il y a un certain consensus sur le fait que l'espérance de vie va être considérablement allongée au fur et à mesure que l'on va avancer dans le temps là, suite à des je dirais, technologies un peu breakthrough, comme on dirait en anglais, hein, donc de césure, si vous voulez, qui vont nous permettre d'avoir ces capacités-là. Donc on part de l'axiome qui dit que finalement on arriverait à une situation où la mort serait extrêmement retardée, voire empêchée. Est-ce que c'est clair? Est-ce que Will, C'est très clair, et notamment, je pense qu'on va en parler à la prochaine émission pour expliquer ça. Le prochain thème sera d'expliquer que c'est pas de la science-fiction, qu'on y est déjà. Exactement. On y est déjà. On peut parler d'eugénisme, on peut parler justement donc de tout ce qui est science sur embryon. On ne veut pas en parler en ce moment parce que c'est pas éthique d'en parler. Mais ça se fait, il faut savoir que ça avance quand même. Donc on en parlera, on y reviendra à la prochaine émission. Donc Greg, je t'invite à réagir là-dessus. Oui, effectivement, c'est intéressant tous ces sujets. Moi, j'étais pas forcément au courant, ou en tout cas pas plus intéressé que ça. William nous a fait parvenir des articles. On vous mettra les liens dans la description de notre émission. Et puis une vidéo, notamment, d'un intervenant, enfin d'un médecin urologue qui est passionné par ce sujet, qui s'appelle Laurent Alexandre, et qui montre que c'est pas de la science-fiction, c'est le concret, et c'est pas du futur loin, c'est du futur proche. Il y a déjà plein de choses qui sont déjà en place, et cette notion de vie éternelle, ça peut prêter à sourire, mais il y a des annonces de gens, notamment la société Calico, filiale de Google, qui annonce qu'en 2035, on aura augmenté de 20 ans l'espérance de vie. Donc en gros, là, maintenant, dans 20 ans, on aura gagné encore 20 ans. Donc, Et c'est pas des annonces vides, hein. Ils arrivent avec des annonces et des brevets derrière et des technologies très concrètes. Exactement. Du coup, ça c'est un point. Des points comme ça, il y en a des millions, et enfin des dizaines. Et le fait d'effectivement de rallonger la vie, ça pose mais un nombre incalculable de questions. Au-delà du fait de savoir si on est pour ou contre, voilà, il y a plein d'impacts. Il y a les impacts, il le dit très bien dans la vidéo, il y a les impacts religieux, mais après tout, il y a aussi il y a des impacts sur un grand nombre de concepts qui sont compliqués à se projeter, mais on va devoir y arriver très vite. Et ça c'est quelque chose qui est absolument incroyable, parce que ça va révolutionner tout un tas de pensées et puis de méthodes et de choses qu'on fait aujourd'hui. Voilà. Après, est-ce qu'on accepte de vivre, alors j'aimais bien dans la vidéo, il dit, est-ce qu'on accepte de vivre 80 ans tels des humains 1.0, ou est-ce qu'on accepte de vivre 200 ans mais en étant plus forcément des humains? Voilà, moi j'ai pas la réponse. Il y a une part de religion derrière, mais bon, c'est pas facile de pouvoir effectivement se prononcer là-dessus. On l'a peut-être pas assez précisé dans la définition, mais vraiment le transhumanisme, c'est modifier son corps, que ce soit avec des biotechnologies ou avec de la mécanique, avec des parties robotiques. C'est fondamentalement modifier son corps, modifier jusqu'au cerveau pour atteindre un certain objectif. C'est, si vous voulez, dans les années 90, dans les années 80-90, on parlait de cyborg. Et finalement, et on se souvient, tous les romans d'anticipation ou les séries d'anticipation, etc., avaient cette notion, d'une part, que le cyborg, voilà, il y avait une perte de l'humanité. Alors, on revient sur, et j'aime beaucoup ton intervention, Grégoire, on revient sur des notions des notions concrètes, mais des notions extrêmement, j'allais pas dire sacrées, mais des notions très complexes, qui est l'humanité, qui est l'âme, la personnalité, la conscience, le libre arbitre. On vient toucher en fait finalement à des questions comme ça. Ça c'est le premier point. Puis je suis sûr qu'on aura beaucoup d'occasions pour y revenir. Le deuxième point serait que
Imaginez que donc au début du siècle, donc au début des années 1900, et alors je sais plus, dans la vidéo il disait qu'on vivait, l'espérance de vie c'était de 25 ans à Paris, mais je ne me rappelle plus de la date. Je pense que c'était en 1800, peut-être 1830 ou 1850, il me semble. Donc l'espérance de vie d'un homme moyen, c'était jusqu'à 25 ans. Aujourd'hui, regardez, aujourd'hui on est à 80, 90. Il est très optimiste, il dit 90. Je pense qu'on est autour de 80, 85 pour une femme, 82 pour un homme, quelque chose comme ça. Bref, peu importe. Donc déjà, on a fait quand même un sacré bond en à peine 150 ans et 150 ans et ish. Donc déjà, voilà, bon, ça c'est important. Regardez maintenant le temps qui nous sépare de cette avancée technologique qui nous permettra de vivre, d'étendre notre vie de 20 ans. C'est dans 20 ans. Donc là, les enjeux, c'est-à-dire que tous les enjeux sociétaux, tous les enjeux du traitement de la médecine, de gestion des personnes âgées, parce que de tous ces éléments-là, eh bien, il va être multiplié par 12 000, par le facteur exponentiel de problématiques de gestion de personnes en fin de vie, ou du moins dans d'autres cycles de vie. Voilà, il va se poser des questions fondamentales, des questions qui viennent même se rapprocher pratiquement des enjeux philosophiques. Ce que tu viens de dire, oui, c'est essentiel. C'est pour la première fois, en vieillissant, on va ne pas se rapprocher de la mort. C'est ça qui est extraordinaire. Exactement. Et il a une façon de le dire qui est très bien d'ailleurs dans la vidéo. Je vous invite vraiment à cliquer sur ce lien après avoir écouté notre émission, bien évidemment, sur évidemment le fait de se dire qu'on n'aura pas vieilli, on n'aura pas perdu 20 ans quand... Dans 20 ans. C'est ça, et c'est ça qui est incroyable. Ouais. Donc, et puis le point qui l'assiste le plus sur cette vidéo-là, qui est très intéressant, c'est le fait que finalement toutes les parties de notre corps, du cœur en passant par les poumons et le reste, en fait, voilà, tout est secondaire sauf le cerveau. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'à la fin, finalement, le fait de faire subvenir le cerveau, tu pourrais être une machine, mais ce qui fait toi finalement, c'est ton cerveau. Tu vois ce que je veux dire? Donc l'enjeu des sciences d'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup aux neurosciences, aux sciences cognitives, dans tous les domaines, hein, même dans le domaine de la consultation, on a ce domaine-là. C'est parce que finalement, ce qui persiste et ce qui meurt quand ton corps meurt, voilà, il peut y avoir des défaillances, je dirais, mécaniques, mais finalement, si tout ton corps irait bien, ton cerveau viendrait à mourir de par la dégénérescence des neurones, par exemple, de par l'usage répété des connexions synaptiques, etc. Voilà, il y a un effet d'usage de ton cerveau qui fait qu'à la fin, tu vas avoir un point de rupture. Alors, forcément. Je veux apporter deux contradictions à ça. Oui. Quand même. C'est-à-dire que c'est ce dont on parlait justement à la conversion il n'y a pas longtemps. En fait, il n'y a pas que ton cerveau. C'est-à-dire que ton cerveau, c'est le résultat de tes expériences. Et donc, par exemple, quelqu'un qui a mal, qui aurait un problème et qui a mal en permanence, c'est quelqu'un qui va être assez nerveux, qui va être assez agressif, par exemple. Ça fait partie, et cette agressivité, entre guillemets, ça fait partie complète de son caractère. Retire cette souffrance, tu vas changer le caractère de quelqu'un. Ce ne sera plus vraiment la même personne. Son expérience, en fait, puisqu'on est le résultat d'une éducation et d'une expérience, ça ne sera plus la même chose, donc ça ne sera plus la même personne. Donc si tu modifies ton corps, tes sens, et donc tu ne ressens plus la même chose, ton cerveau qui se modifie perpétuellement par rapport à tes expériences, va être modifié d'une façon différente, et donc tu ne seras pas la même personne que tu aurais été avec les mêmes membres. Totalement d'accord. Donc ça fait partie, il n'y a pas que le cerveau. On devient quelqu'un de différent, même déjà en modifiant ça. C'est l'effet papillon. Totalement. C'est pas l'idée. Il y a, dans la transition là, de, admettons, tout robot sauf le cerveau, de homme 1.0 à homme 2.0, je dirais. Je ne sous-entendais pas le fait que le cerveau était le truc le plus important. En tout cas, que ça ne changeait rien pour l'individu. Par contre, ce que je sous-entendais, c'est que tout est remplaçable aujourd'hui, pratiquement. Ouais. Mais tu peux pas greffer un cerveau. C'est ça que je veux te dire. Tu peux greffer un cœur, tu vois. Donc c'est juste que je veux dire, si on prend au sens vraiment pragmatique et mécanique du terme, les autres organes du corps ont des fonctions mécaniques.
le cerveau a une fonction au-delà du mécanique. Et alors, on en arrive à mon deuxième point. Parfait. C'est que le transhumanisme cherche justement également à greffer, par exemple, de la mémoire informatique au cerveau. C'est-à-dire que, et c'est très sensible là, c'est là, je vais vous dire, je ne suis pas choqué qu'on puisse remplacer des gens. D'ailleurs, des gens qui ont perdu leurs jambes, on remplace déjà leurs jambes par des membres mécaniques et robotiques. Par contre, moi, ça me dérange beaucoup qu'on touche à mon cerveau, personnellement. Et c'est là où il va y avoir un vrai problématique, quand on va commencer à toucher au cerveau des gens. Quand on va dire, on va essayer de s'améliorer en rajoutant une meilleure mémoire ou des connaissances déjà acquises, c'est-à-dire qu'on va rajouter un module de connaissances dans tel domaine technique. Je vais apprendre le japonais et je vais me rajouter un module dans le cerveau. Le kung-fu. Ouais, exactement. Show me. C'est à débattre. Le problème, c'est que ça arrive, on y arrive très vite. On fera une émission sur le cerveau pour expliquer qu'on est déjà très loin dans ces recherches-là. Je pense qu'aux horizons 2040 ou 2035 ou 2040, Google propose 2045 propose une prothèse, donc une partie de notre cerveau sera connectée au cloud et aura un accès en permanence au réseau internet. Donc c'est une prédiction. Ouais, c'est bien sûr. Ouais. Mais tu vois, tout ça, c'est quand même des choses qui sont déjà proches de ce qui existe aujourd'hui. Ils parlent d'implants qui sont mis dans le cerveau aujourd'hui ou de choses qui permettent. On redonne la vue. Des prothèses qui permettent qui redonnent la vue, tu peux à nouveau écouter alors que tu étais sourd. Et ça, c'est déjà un petit peu. Alors, c'est médicalement normal. Mais... Attends, il y a un truc super. Ouais, excuse-moi de te couper, mais c'est vraiment. Je veux juste rebondir sur ce point qui est incroyable. C'est donc il parle de la prothèse auditive. Enfin, pas de la prothèse auditive, de l'implant. Finalement de l'électrode qui permet donc de redonner l'ouïe à des personnes sourdes. Et ce qui est dit, c'est qu'ils sont même capables de percevoir des sons que l'oreille humaine normale n'est pas capable de percevoir. C'est les ultrasons. C'est transhumaniste. Bien sûr. Ça, c'est transhumaniste dans la mesure où on va au-delà des capacités humaines. On améliore son corps pour avoir une sorte de transcendance, mais pas au sens religieux, mais au sens scientifique du terme. Et absolument. Et d'ailleurs, il y a le médecin, l'un des médecins qui fait ces greffes-là ou quoi que ce soit, a mentionné que finalement, ça pourrait intéresser même des personnes qui ne sont pas sourdes. Exactement. Et là, ça devient fou. Oui. Ça devient fou. J'aimerais vous parler, on a parlé donc de la vie éternelle. Moi, ça me pose un certain nombre de problèmes parce qu'on va créer une inégalité. On n'arrivera pas à répondre à ces questions-là aujourd'hui, mais ces inégalités qui vont arriver, si que les riches peuvent accéder à ça, c'est la surpopulation qui pourrait en résulter si tout le monde ne meurt pas. Il y a d'autres raisons pour lesquelles les gens se rapprochent du transhumanisme. C'est notamment la raison pour laquelle moi, je m'intéresse à ça. C'est un jour, on ne pourra plus vivre sur Terre. Que ce soit parce qu'il y a une guerre nucléaire, parce qu'il y a trop de pollution, parce qu'il y a une surpopulation, pas assez de ressources. Pour une raison ou pour une autre, il faudra qu'on quitte la planète Terre. Et on se rend compte de quelque chose, c'est que le corps humain n'est pas fait pour vivre dans l'espace, n'est pas fait pour vivre sur d'autres planètes avec d'autres gravités, etc. Donc, on va devoir, à un moment donné, modifier son corps pour vivre dans d'autres environnements. Et il me semble qu'il vaut mieux commencer les recherches dès aujourd'hui, parce que ça a l'air d'être de la science-fiction, etc. On a fait des énormes progrès, et on a des choses incroyables qui existent déjà aujourd'hui, mais c'est pas suffisant, il va falloir aller beaucoup plus loin. Combien de temps il nous faudra vraiment pour qu'on aille vivre dans l'espace? On ne sait pas. Est-ce qu'il nous faut 20 ans, 30 ans, 50 ans, 200 ans? Il vaut mieux commencer tôt, plutôt que de commencer tard et que ce soit trop tard. Si jamais il y a, je sais pas, une guerre nucléaire, etc. Tiens, on voit bien, est-ce qu'on pourra résoudre le problème de la pollution? On ne sait pas si on arrivera à temps à résoudre le problème de la pollution. Il faut commencer les recherches maintenant, il me semble, pour qu'on puisse survivre à une fin de l'humanité, entre guillemets. Deuxième idée, c'est la surpopulation. C'est le problème. On arrive à parler de la pollution, on arrive à parler du nucléaire, etc. Mais on n'arrive pas à parler entre États du problème de surpopulation. Et ça, il faut trouver une solution. On peut pas. La solution, ça peut pas être, allez, on va tuer la moitié de l'humanité. Ça ne peut pas être ça. Donc la solution, ça va être l'expansion. Et ça va être, par exemple, de remplacer son corps par des membres qui n'ont pas besoin d'autant d'énergie, ou voire des membres mécaniques qui font qu'on n'a plus besoin de manger. Si on remplace tout sauf le cerveau, justement, par un corps mécanique, on n'a plus besoin de se nourrir autant. Et donc on peut accommoder plus de monde. Enfin, c'est des pistes, hein. Je ne dis pas que c'est quelque chose de bien, mais c'est des pistes de réflexion. Et il faut qu'on commence à y réfléchir maintenant, pas plus tard.
Et ça pose la question du futur de l'humanité et de savoir si finalement, est-ce qu'on ne s'écarterait pas finalement de la notion d'humanité, finalement, si on commence à une modification très profonde, est-ce que cette évolution de l'humanité tend vers quelque chose d'autre? Et je pense que ces sujets sont infinis et touchent tellement de domaines qu'il est tout à fait maintenant possible de réfléchir à ces questions-là avec des arguments tangibles et des technologies tangibles. Donc je pense que ça va être un fil rouge que l'on va continuer à développer. En tout cas, c'est extrêmement intéressant de voir ces tendances émerger de plus en plus. Alors maintenant, on va aborder un sujet assez intéressant en fait, concernant finalement les casques de réalité virtuelle. Donc, comme vous le savez, dernièrement, je dirais cette année et dans les 2 mois qui précèdent cette émission, les premiers casques de réalité virtuelle, c'est-à-dire Oculus Rift et le HTC Vive, sont sortis et disponibles au grand public. Pour tous ceux qui ne connaissent pas ce qu'est la réalité virtuelle, pour l'opposer à la réalité augmentée. La réalité virtuelle, donc c'est bien, on met un casque, on ne voit pas finalement ce qui nous entoure en termes de réalité, mais on est complètement immergé dans un monde digital, dans un monde complètement digitalisé, complètement virtuel. Alors que la réalité augmentée, ce que vous avez pu entendre aussi, on peut citer notamment les Google Glass qui avaient commencé un peu à faire de la réalité augmentée, et puis également aujourd'hui HoloLens de Microsoft, bref, qui eux vont viser à augmenter la réalité, c'est bien ce que ça veut dire, donc d'apporter un ajout d'informations, de données sur le réel. Et là, on s'intéresse plus exactement à l'interfaçage de dispositifs pour rendre encore plus immersif la réalité virtuelle et d'outrepasser ou d'aller encore plus loin que l'ouïe et la vue. Évidemment, l'ouïe et la vue étant les deux sens qui sont complètement immergés, puisqu'il y a un casque audio que l'on met sur les oreilles, évidemment, et puis on a cette lunette dans laquelle on regarde, et donc ces deux sens sont immergés. Et certaines compagnies, même beaucoup de compagnies, commencent, surtout dans la Silicon Valley, à développer des dispositifs qui viennent apporter ce qu'on appelle des retours haptiques. Ces retours haptiques, qu'est-ce que c'est finalement? Ce sont des dispositifs que l'on positionne sur son corps, sur certains endroits du corps, donc ça peut être certains muscles, etc., et qui vont délivrer par des courants électriques de faible intensité des informations à vos muscles afin de faire réagir votre corps en fonction de ce que la réalité virtuelle vous propose. Alors, il y a plusieurs compagnies qui ont développé des dispositifs permettant de faire ressentir ces éléments-là et donc d'inclure d'autres sensations, donc d'autres sens à cette réalité virtuelle. Alors on va en citer 2, on va vous fournir aussi les liens des articles. La première c'est donc Impacto. Impacto c'est une start-up qui donc a développé cette technologie, et cette technologie en fait vise à placer des électrodes sur le corps. Donc là il faisait voir sur la preuve de concept uniquement sur les bras, donc les avant-bras puis les biceps, etc. Donc l'ensemble du bras, et la personne est capable finalement, il y a une vidéo qui est très intéressante aussi dans l'article. Donc le gars est dans la réalité virtuelle et il fait un match de boxe, et l'avatar virtuel le tape dans son bras et réellement son bras recule. Ça c'est très intéressant. Le deuxième point là-dessus, et après je vous laisserai la parole les gars, le deuxième point, donc ça c'est très localisé, c'est une preuve de concept. Il y a une deuxième technologie qui est très intéressante qui s'appelle le Tesla Suit, qui est donc fourni, il me semble que c'est en Grande-Bretagne, c'est une compagnie en Grande-Bretagne qui fournit cette combinaison, je dirais, qui couvre l'intégralité du corps sauf la tête, et qui est composé, donc il y a 2 modèles, il y en a une à une trentaine de capteurs et l'autre à 60 capteurs, et qui propose de vous faire ressentir plusieurs éléments, comme par exemple la chaleur, le froid, le toucher également, les sensations de toucher. C'est un pantalon, c'est une veste, hein, évidemment. Et ça, c'est très intéressant parce que là, on vient toucher d'autres éléments, d'autres sens, et donc complètement immerger l'esprit, finalement, dans un autre environnement. Alors maintenant, ma question est la suivante, les gars. Votre avis sur le Immersion++. Qu'est-ce que vous pensez de cet effet-là et cette démocratisation de ces éléments-là dans les rapports humains? Alors,
Vous devez savoir que Fabien et moi, on a déjà acheté le HTC Vive. On l'a à la maison. Et j'avais déjà aussi le prototype d'Oculus. Les bons qui ont été faits sont énormes. C'est-à-dire que ça marche. Et ça marche très très bien. On est complètement trompé. On a l'impression d'être ailleurs quand on le porte. C'est très vrai parce que maintenant, avec le Vive, on peut marcher. On n'a pas besoin d'appuyer sur un bouton pour avancer. On marche réellement. On a nos mains qui sont présentes grâce à des manettes. C'est extraordinaire, on ne reviendra pas en arrière. Pour moi, c'est adopté et je ne pense pas qu'on s'en lassera. Je me vois bien aller encore plus loin. Donc je pense que ces technologies-là, pour l'haptique, pour le froid, le chaud, le retour en sensation sur les muscles, etc., c'est pas encore au point. On n'aura pas un produit grand public dans les quelques années à venir. Mais c'est évident qu'on va dans cette direction et qu'on ne va pas s'arrêter. J'attends avec impatience. Greg? Oui, moi j'ai pas testé, mais de ce que j'ai pu voir dans les vidéos, de ce que vous m'avez raconté, ça m'a vraiment beaucoup donné envie de tester. Et là, le fait d'aller encore plus loin, c'est vrai que tu es un petit peu peut-être frustré de voir, d'être immergé, mais de ne pas sentir. Et là, dans les articles que j'ai pu lire, que tu m'as envoyé, lorsque ton doigt est arrêté par quelque chose, tu touches une statue et puis ton doigt est physiquement arrêté par quelque chose, alors que tu es dans une pièce vide. Ouais. C'est incroyable, c'est juste incroyable. Et je suis d'accord avec ce que dit William, on en est là et on ne reviendra pas en arrière. Et les applications derrière sont multiples. Alors, pour rebondir sur ça, pour rebondir sur les autres applications, j'ai vu une application qui est incroyable, qui est déjà au point, qui est évidemment pas grand public, c'est pour les chirurgiens. Alors les chirurgiens, aujourd'hui, pour s'entraîner, et vous le savez, ils s'entraînent sur des corps de personnes qui ont donné leur corps pour la science. Cela étant, ils ont donc des compagnies en réalité virtuelle ont développé donc des faux blocs, donc un bloc opératoire complètement virtuel, et avec des technologies d'haptique très poussées, on est capable de reproduire la résistance de la peau quand tu poses ton scalpel sur un patient. Si ça vous semble incroyable et impossible que on est sans toucher un mur, que votre main soit dans le vide et qu'elle s'arrête et que vous ne puissiez pas aller plus loin. Si vous avez du mal à y croire, imaginez qu'avant qu'on fasse de la réalité virtuelle, moi, mes parents et beaucoup de proches ne me croyaient pas quand je leur ai dit j'ai acheté le prototype, le DK2 pour l'Oculus. C'est incroyable, on a l'impression d'être téléporté ailleurs, on a du mal à mettre des mots dessus. Ils ne me croyaient pas, il faut l'essayer pour le croire. Eh bien, on est un peu dans cette image-là où pour croire réellement que c'est possible, parce que c'est possible, ça existe déjà, c'est bon, c'est déjà là. Il faut encore une fois le voir, l'essayer. C'est incroyable, comme tu parlais de ton expérience, Will, sur le HTC Vive. J'ai expérimenté ça cette semaine, finalement, pour la première fois. Écoute, j'ai appelé mon frère directement. Il était super tard en France, rien à faire. Il fallait que je le partage. Incroyable, cette immersion. On a fait un pas, on a fait un bond énorme. J'avais testé l'Oculus, mais pas en mode personnel. Je l'avais testé dans ma compagnie, mais on n'était pas là encore. Là, l'espace est représenté. L'esprit est leurré. C'est un leurre qui fonctionne. Et ça, c'est incroyable. Parce que tu sais que tu as un casque, tu as quand même un câble qui court jusqu'à ton PC, tu sais tout ça. Et pour autant, quand tu vas prendre une pomme et que tu la portes à ta bouche pour la manger, ta bouche s'ouvre automatiquement. Et j'ai enlevé le casque après et j'étais bluffé, j'étais même un peu honteux. Et c'est ça qui est incroyable, de me faire leurrer à ce point. Mais écoute, c'est ce qui s'est passé, quoi. Donc déjà, chapeau bas à HTC Vive qui ont fait un partnership avec Valve pour avoir développé cette qualité à un prix qui quand même reste, même si c'est élevé, reste quand même abordable malgré tout pour pouvoir commencer à s'équiper pour les early adapters comme nous. Voilà, c'est pour les early adapters. Les prix vont baisser très très vite. Oui. Ouais, c'est ça. Moi, c'était une des limites que je voulais mettre à ce sujet, c'est qu'effectivement, pour les casques, mais maintenant, on parlait aussi des costumes haptiques, le costume qui vaut plus de 1000 livres, 2000 livres ou 3000 euros, c'était pour moi une des limites, mais si, c'est sûr que ça va baisser. Regardez pour les casques.
ça vient de sortir. Maintenant, faisons la liste des gens qui ont annoncé qu'ils sortaient l'année. Il y a LG. Alors donc, il y a Oculus, Facebook, ils sont déjà sortis. Il y a HTC qui vient de sortir. LG veut le sortir. Google veut sortir. Il me semble qu'Amazon... Acer, ils ont déjà un prototype assez avancé, Acer d'ailleurs. Absolument. Ça va baisser. Et tu sais pourquoi ? Il y a un incentive marketing derrière aussi, pour tous, en tout cas pour tous les... Moi, j'attends beaucoup les manufacturiers d'ordinateurs, parce qu'évidemment, quand il y a des contre-coups. Si demain vous voulez vous acheter, vous êtes capable de dépenser 750 ou 800 € pour acheter votre casque. Bon bah c'est simple, c'est pas sûr que ça marche chez vous parce qu'il faut que vous vous équipiez d'une machine qu'on peut appeler high-end, une machine quand même une machine de gaming, c'est au niveau de très haut vol, avec une très bonne carte graphique, avec de la RAM qui va derrière, avec certaines specs qui sont quand même relativement élevées. Donc l'investissement de départ, si vous l'avez déjà fait comme nous, William et moi, comme on est des gamers, on a déjà fait cet investissement-là, donc l'investissement est marginal, enfin marginal, relativement marginal. Ouais, mais en tout cas, tu me comprends quoi, tu vois ce que je veux dire, c'est tout au J'avais pas acheté, toujours moins que... On n'a pas acheté ce truc en plus. Exactement. Donc, et Greg, tu as totalement raison, c'est vrai que il y a des freins quand même à la démocratisation pour l'instant, mais je pense que le bouche à oreille, je pense qu'aussi l'ouverture du marché, le marché est quand même très ouvert, va permettre une diminution des prix. Maintenant, ce qui reste sur un marché atomique, le seul problème, c'est la course aux exclusivités. Et ça, c'est un ennui. Je suis un peu frustré avec ça, c'est l'idée qu'ils vont développer du contenu qui est exclusivement compatible pour un casque ou un autre. C'est déjà terminé, j'aimerais t'apporter cette information-là. Je sais pas si tu es au courant, tous les jeux exclusifs d'Oculus sont disponibles sous Valve. Ouais. Valve, ils ne peuvent pas en fait arrêter parce que maintenant, c'est plus des consoles, c'est sur ordinateur et sur un ordinateur, tu peux pas empêcher les gens de passer d'une plateforme à l'autre. Ouais, mais ça reste un hack. C'est pas du hack méchant, mais ça reste, je sais, tu fais mention de Revive, qui est le patch. Donc il y a un patch qui permet pour nos auditeurs, qui permet en fait de vous l'installer finalement sur le jeu qui est que compatible Oculus. Et avec une certaine manipulation, vous êtes capable de le rendre compatible pour votre HTC Vive. Donc là, ça marche parce qu'ils sont que deux. Okay, non, maintenant, ce que je veux te dire, c'est que c'est un risque peut-être que si tu as plus en plus d'acteurs qui vont se permettre de développer du contenu intéressant exclusif pour leur casque. Donc bon, j'espère que le marché sera régulé d'une façon qu'il y ait des standards qui soient appliqués pour le software afin qu'on ne soit pas rendu à acheter 25 casques. Ça serait totalement ridicule. Donc là, à voir ce qu'il en est, mais j'espère qu'il va y avoir un certain contenu générique et peut-être une régulation aussi de standardisation sur le développement du contenu. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez été, comme nous, passionnés par ces sujets. Si vous avez des remarques, des questions, des reproches, n'hésitez pas à commenter. Et puis, effectivement, on vous donne rendez-vous prochainement pour un prochain épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci. Ciao. Ciao.